Donc, je pense qu'on m'entend bien. Alors, je m'appelle Marina Malherbe. Je suis chargée d'affaires au Comité européen des entreprises vin, qui représente donc des entreprises européennes des vins et des vins aromatisés, qui compte 25 associations nationales présentes dans les 13 pays de l'Union européenne, ainsi que le Royaume-Uni, la Suisse et l'Ukraine, et un consortium de 4 entreprises leaders du marché. Donc nos membres produisent et commercialisent la majorité des vins de l'Union européenne avec ou sans indication géographique. Donc introduisons ou plantons le décor, comme vous dites. Suite à la nouvelle réglementation de la politique agricole commune de l'Union européenne, à compter du 8 décembre 2023, tout vin ou vin aromatisé commercialisé dans l'Union européenne devra indiquer les informations nutritionnelles et la liste des ingrédients, ce sur une étiquette physique ou via un support digital. Le 8 décembre 2023 arrivera vite et l'impact de cette modification réglementaire ne doit pas être négligé car il s'agit d'une petite révolution. Le son est bon, mais... Même si vous utilisez l'étiquette électronique pour indiquer ces informations aux consommateurs, les étiquettes de vos produits devront être changées, car la valeur énergétique reste à mentionner sur l'étiquette physique, à condition bien sûr que la déclaration nutritionnelle soit accessible en totalité de manière dématérialisée et qu'un QR code soit apposé sur la bouteille. S'agissant de la liste des ingrédients, les règles spécifiques à leur indication ne sont pas détaillées dans le règlement de base. Du coup, les règles relatives aux denrées alimentaires sont d'application. Conscient que le vin ne suit pas une recette fixe et dans le but de simplifier la vie des opérateurs, tout en les informant de manière élevée sur les informations requises, nous avons travaillé avec la Commission européenne sur la mise en place de règles spécifiques de simplification reflétant les spécificités inhérentes au secteur du vin. À titre d'exemple, nous avons défendu, et nous attendons toujours la confirmation formelle, que par exemple le terme raisin soit utilisé pour indiquer la matière première utilisée pour l'élaboration du produit, ou encore que les gaz neutres tels que azote, CO2 ou argon utilisés pour prévenir l'oxydation ne soient pas mentionnés tels quels, mais substitués par la mention mise en bouteille sous atmosphère protectrice, ou la mise en bouteille peut se faire sous atmosphère protectrice. Parmi ces règles de simplification, on peut aussi citer le fait d'utiliser le terme liqueur de tirage ou liqueur d'expédition sans dévoiler la composition, ou encore l'usage des termes sulfite, œuf, lait pour désigner des substances, des additifs pouvant être considérés comme allergéniques. En parallèle de ces règles spécifiques, nous avons aussi travaillé avec la Commission européenne sur la clarification des modalités d'application de ces nouvelles règles, notamment de façon à exempter les vins produits avant 8 décembre 2023. En effet, un délai est nécessaire pour que la filière puisse mettre en place la traçabilité, notamment en amont, et s'approprie tout simplement ces nouvelles obligations réglementaires qui ne sont pas encore arrêtées formellement. L'utilisation du support numérique est un véritable accomplissement, car pour la première fois, c'est autorisé pour notre secteur et pour indiquer les mentions obligatoires. Toutefois, cette réalisation demeure fragile, principalement pour 2 raisons. Tout d'abord, il y a un risque de voir la possibilité d'utiliser le support digital enlevé dans le cadre de la révision du règlement européen sur l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Et en second lieu, il y a toujours un risque qu'un État membre demande l'étiquette physique pour son pays, car il a constaté le développement des étiquettes électroniques, disons, trop imaginatives, qui ne correspondent pas en tout point à la réglementation en vigueur et du coup sont susceptibles d'induire le consommateur en erreur. C'est le cas par exemple en Allemagne où le gouvernement allemand est très réticent à autoriser le digital pour communiquer les informations obligatoires pour le secteur du vin. L'étiquette électronique est une grande opportunité, mais aussi une grande responsabilité. Dans ce cadre-là, nous avons développé la solution numérique à but non lucratif pour l'étiquetage des vins et des spiritueux, la plateforme U-Label. Développée en étroite discussion avec la Commission européenne, il s'agit d'une solution simple permettant de transmettre numériquement les informations aux consommateurs, sur les informations requises sur les produits aux consommateurs. Il est en effet fondamental de protéger tous les opérateurs et de garantir que le concept de support digital soit pérennisé, car la Commission européenne souhaite sécuriser le consommateur et s'assurer que les futures étiquettes électroniques soient conformes à la réglementation en vigueur, aux détails de la réglementation et à son esprit. La plateforme U-Label crée des étiquettes électroniques, mais surtout fournit aux entreprises un service juridique spécialisé en matière d'étiquetage, notamment pour la création de la liste des ingrédients de leurs produits. Pour la première fois, le système offre des étiquettes multilangues traduisant automatiquement dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. En effet, afin de s'assurer que le consommateur accède aux informations utiles dans sa propre langue, il ne suffit pas d'utiliser Google Translate, d'où le développement d'un assistant intégré dédié. Grâce à la technologie de géolocalisation, l'étiquette électronique affichera automatiquement les informations dans la langue du client grâce à sa position, sans toutefois, bien sûr, l'enregistrer. Alors aujourd'hui, nous évoquons le concept de digital pour l'indication des informations nutritionnelles et de la liste des ingrédients. Mais cela va bien au-delà, car cette solution peut être utilisée pour d'autres aspects. À titre d'exemple, on peut citer l'indication de l'écoterie en Italie, obligatoire depuis le 1er janvier 2023, et pour lequel nous avons obtenu que le gouvernement italien reconnaisse que le QR code généré par la plateforme U-Label puisse être considéré comme un véhicule numérique adapté pour ce type d'information. Il en va de même pour les avertissements sanitaires pour lesquels le digital doit être l'outil à utiliser pour communiquer ce type d'informations afin d'éviter qu'il soit nécessaire de les traduire. De manière générale, nous avons conçu la plateforme U-Label de façon à ce qu'elle soit interconnectée. Pour ce faire, nous collaborons avec de différents acteurs du monde numérique pour faciliter cette interconnexion entre les différentes plateformes. À titre d'exemple, notre partenariat avec la société Scribos permet aux acteurs du secteur de répondre à la digitalisation possible des informations nutritionnelles et liste des ingrédients, tout en facilitant l'accès aux services annexes tels que la traçabilité, l'authenticité ou la communication dynamique à destination des consommateurs. Il est important, en effet, que les entreprises puissent rentrer une seule fois leurs informations dans un système et que ces informations soient ensuite partagées avec les autres plateformes. C'est ce qu'on appelle, je dirais, le sandwich digital. Donc, U-Label crée la fiche B2C en lien
en ligne avec les consignes de la Commission et des États membres, puis cette information est transmise à d'autres plateformes qui, elles, complètent avec les éléments d'expertise nouveaux ou des nouveaux concepts et services possibles. Merci de votre attention. Merci, oui. Merci Marina de vous être adaptée, puisque vous deviez faire une keynote donc, qui était une grande intro. Donc, je pense que tout le monde a à peu près les éléments et la réglementation et ce qui va arriver. Je vais me tourner vers nos autres intervenants pour une petite réaction chacun et vous présenter brièvement au passage. Et puis après, on reviendra sur comment on s'adapte, comment on se prépare à tout ça. Adrien, peut-être tu peux démarrer pour une petite réaction à ce que vient de dire Marina et puis te présenter en quelques mots. Après, on reviendra dans le détail des solutions. On va changer. Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Adrien Tréchaud. J'ai fondé en 2017 une plateforme qui s'appelle Dans ma bouteille et qui a pour vocation l'affichage auprès du consommateur des ingrédients additifs allergènes pour les boissons alcoolisées. Inaudible jusqu'à aujourd'hui, enfin en tout cas à son lancement inaudible. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet et merci d'être venu nous éclairer sur le développement européen et sur les quelques obligations et les échanges que vous avez avec l'Europe aujourd'hui, parce que c'est un point essentiel, c'est un point qui était très près du point de bascule. Je pense que le 8 décembre 2023, ça va arriver très très vite. Et c'est une évolution à laquelle on peut rajouter un R pour révolution, parce qu'en effet, si on arrive tous ensemble à structurer quelque chose qui puisse répondre à son objectif d'information consommateur, de déclaration nutritionnelle sur la composition et de façon digitale, on a une ouverture qui se crée sur le champ des possibles de l'information digitale et l'information numérique. Et c'est bien l'objectif que j'avais en créant Dans ma bouteille, que je peux présenter maintenant. Non, on va passer à Jérôme, une petite présentation rapide et on reviendra sur comment on s'adapte. Un petit tour d'abord. Ouais. Bonjour à tous. Donc Jérôme Pichot, je suis président de Advanced Track and Trace, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une société bien française, connue aussi sous le nom d'ATT. On va fêter nos 20 ans cette année et on opère dans différents secteurs d'activité. Le premier secteur d'activité, c'est la cosmétique pour nous. On travaille avec L'Oréal, qui est notre client depuis plus de 10 ans. On travaille également avec une très grande marque de luxe française que je ne peux pas citer ici, pour faire la traçabilité de leurs produits. Puis on travaille aussi avec la société Pernod Ricard pour l'authentification de leurs produits, notamment en Chine. Donc vous comprenez qu'en fait, la préoccupation, ou en tout cas le sujet qu'a amené Marina et Adrien comme visionnaire, en quelque sorte, sur la partie digitale de la bouteille, comment digitaliser le produit. Nous, on baigne dedans depuis une vingtaine d'années et donc on a aussi développé une plateforme qui va vous permettre d'avoir ce type d'information qui sera disponible pour les consommateurs. Ce sera un service additionnel à ce que l'on peut proposer aujourd'hui chez ATT. Voilà. Merci. Merci Jérôme. On va revenir sur ce que vous faites. Philippe ? Bonjour, moi je m'appelle Philippe Hugon et donc j'ai fondé une plateforme qui s'appelle Vinco, 20.co. Et je suis aux anges. Je voudrais remercier Marina. Si vous remplacez YouLabel par Vinco, elle a fait mon meilleur pitch commercial. Ça fait 10 ans qu'on encourage les gens du vin à mettre un QR code sur les contre-étiquettes pour qu'ils aient la présentation du produit, les conseils de dégustation, bref, une approche marketing et information consommateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la réglementation, du coup, ce QR code va d'abord renvoyer sur une page où il y a des informations nutritionnelles. Et ça, c'est très bien parce que c'est aussi une tendance des consommateurs de vouloir aussi, et Adrien, il travaille avec beaucoup de justesse depuis pas mal d'années,
Ouais. à savoir ce qu'il y a effectivement dans la bouteille en termes d'information. Et ensuite, d'aller sur l'information, comment j'apprécie le vin, mieux le consommer avec modération, etc. Donc, on a une plateforme qui gère ça, qui fait plein d'autres choses. Je m'arrête là, parce que sinon, je peux en parler pendant trop de temps. Merci. Oui, en effet, là, on a fait le point parce que je pense que nombreux se posent la question. Voilà, c'est déjà quelles sont ces nouvelles règles d'étiquetage, des opportunités, mais finalement, comment on s'y prépare commercialement, opérationnellement, en matière de variabilité. Alors, Marina, vous intervenez quand vous voulez. Et j'aurais des questions pour vous parce que on s'est un peu fait le last minute. Et Jérôme, du coup, est-ce que de l'expérience de d'autres secteurs, vous pouvez aider à la préparation, dire voilà, comment on se prépare à cette révolution, comme le dit Adrien? Oui, si Philippe est aux anges, nous, on avait l'impression de prêcher un peu dans le désert pendant des années. Il y a des secteurs d'activité qui ont mis en place la traçabilité et l'authentification depuis des années. C'est la pharmacie, depuis les années 2000. Et puis, c'est notamment le tabac, pour d'autres raisons, pour que les pays, notamment avec la directive européenne, puissent tracer où vont les paquets de tabac et quel est le degré de nocivité qui peut atteindre les différents citoyens. Donc là, vous voyez, on a une demande qui est spécifique de l'Union européenne, à nouveau, qui est de communiquer sur les valeurs nutritionnelles, sur les ingrédients. C'est en aucun cas qu'une contrainte. En tout cas, ça ne doit pas être une contrainte. Le QR code, aujourd'hui, tout le monde est habitué à scanner un QR code, je pense depuis le Covid. On a tous pris le pli, même les menus dans les restaurants maintenant sont digitalisés. Donc avoir un QR code sur vos bouteilles, même les plus élégantes, ça ne sera pas un problème. Au contraire, donc chez ATT, on fait la traçabilité unitaire depuis des années et ça vous permet de tracer chacun de vos produits tout au long de la supply chain et d'avoir une visibilité où vont vos produits et où ils sont stockés. Et par voie de conséquence, quand le consommateur scanne dans les différents pays, d'avoir un retour consommateur, une interaction, comme le disait Philippe, ou voire même une localisation, une géolocalisation de vos consommateurs dans les différents pays. Ça, ce sont des sujets qui sont déjà en place chez nos autres clients dans d'autres industries. Oui. D'accord. Merci. Du coup, Adrien va peut-être revenir. On est toujours sur le prix. Donc, présenter comment dans ma bouteille, dans ce cas, peut aider à se préparer à cette révolution, au global. Comment Alors, donc, dans ma bouteille, pour moi, il y a une spécificité qui est stricte et c'est une ligne de conduite que je me suis donnée dès le début, qui est ne jamais mélanger une information nutritionnelle avec une information commerciale ou avec un tracking du consommateur. On va reparler d'un droit consommateur et en aucun cas on ne pourra, et je ne souhaite, en tout cas ma démarche est neutre, elle n'exploitera jamais les données de scan et elle ne sera jamais à destination d'une valorisation d'un produit. De toute façon, c'est interdit. Par contre, je stimule cette avancée technologique de bénéficier de cette technologie parce qu'elle peut permettre demain de sortir du packaging des informations et de multiplier ces informations et d'avoir une meilleure traçabilité, d'avoir une meilleure compréhension de la composition ou de la provenance d'un produit. Et aujourd'hui, avec le vin, on a une possibilité extraordinaire d'exploration de ce que ça pourrait être et de ce que ça devra être demain et de tout ce que ça implique derrière. Parce que si demain, les acteurs du vin démarrent sur cet ensemble d'informations à travers un QR code et sont favorables à un développement plus large de ces informations, eh bien, ils vont ouvrir la porte au niveau européen à un objectif européen qui est celui de la ferme à la fourchette, c'est-à-dire une traçabilité ou en tout cas un lien direct entre là où c'est produit et celui qui le consomme. L'alcool a cette spécificité d'être un produit naturellement dangereux pour la santé et sur lequel il faut énormément de prévention, donc ça peut être aussi
le cas d'amener et de développer d'autres messages de prévention. Mais sur cette partie nutritionnelle, dans ma bouteille, moi, c'est vraiment une ligne directrice et c'est ce qui et je n'y ai jamais dérogé. Adrien, Philippe, une réaction par rapport à ça, puis comment toi tu te positionnes? Qu'est-ce que vous développez chez Vin.co? Oui. Oui, Vous avez autant. Juste Oui, bien sûr. rebondir. Alors, l'alcool, donc l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut que le message soit bien. Oui. J'ai oublié le mot abus. C'est vrai que je suis à Wine Paris, excusez-moi. Et c'est l'abus d'alcool qui est dangereux pour la santé. Il avait dit quoi avant? L'alcool. L'alcool. Oui, c'est l'abus, bien sûr. Mais sur ce sujet-là, nous, on est rentré dans des aspects très opérationnels parce que sur la majorité de nos clients, sur la plateforme Vinco, on a aussi bien des vignerons qui ont 3-4 bouteilles ou des coopératives qui ont 400-500 produits. Et en fait, la grosse angoisse, du coup, dans le secteur, c'est, voilà, j'ai 800 produits sur le marché, j'ai mes contre-étiquettes, j'avais déjà un QR code ou j'ai pas de QR code. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais en avoir 2? Est-ce que je vais en avoir 3? Est-ce que ma contre-étiquette, elle va commencer à ressembler à c'est les trucs de Maréchal avec toutes les étoiles, etc. Et du coup, on a essayé d'avoir une logique où, effectivement, on ne s'imposerait pas sur la contre-étiquette, d'avoir le barcode pour la grande distribution, le QR code pour le marketing, le QR code pour le légal, et effectivement sur l'Italie, où on a tous un partenaire qui est formidable en Italie, qui s'appelle Junker, qui est un peu l'équivalent de Dans ma bouteille, qui est le Yuka du vin en France, où Junker, c'est une application où on scanne n'importe quel QR code et on a la consigne de tri pour savoir où elle est. Donc d'avoir aussi un 3e QR code pour l'Italie. Et du coup, on a travaillé avec nos amis de GS1 Intervenu lundi, oui. sur un... Alors c'est un exemple de contre-étiquette où on a le barcode ici traditionnel qui permet d'être scanné en magasin pour avoir le tarif. Et ce QR code, qui, vous pourrez l'essayer, je vais le faire circuler, renvoie sur la donnée nutritionnelle. Et quand on scanne sur l'Italie, la donnée de la consigne de tri. Et aussi, parce que c'est un peu comme dans le sketch des inconnus, est-ce qu'il y a les bons chasseurs, les mauvais chasseurs, les bons QR codes, les mauvais QR codes. Ce QR code, sans que ça se voit trop, dedans, il embarque aussi le gène code. Ce qui va permettre à horizon de, je crois que c'est 2027, de faire que ce QR code, il servira aussi en scanette sur la caisse enregistreuse de la grande distribution et aussi pour le consommateur, parce qu'effectivement, on y est tous passés avec le smartphone, on scanne et on a les informations avec chacun la granulosité qu'il souhaite, donc l'information nutritionnelle, éventuellement d'autres pages derrière avec des informations de présentation, de conseils ou de consignes de tri ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une porte ouverte sur de l'information consommateur. Hein. Si aujourd'hui ils ont besoin d'être... on doit les éduquer à une consommation responsable, on doit leur dire en toute transparence ce qu'il y a derrière dans le produit. Mais on peut faire que cette contrainte, effectivement, soit une opportunité, soit multi-usage. Elle peut aussi contenir des informations de traçabilité, d'authenticité du produit, bien évidemment. Merci. Marina, je ne sais pas si vous voulez réagir. 3 solutions, qu'est-ce que ça vous inspire? En tout cas, je vois tous que vous dites que finalement, cette contrainte est plus une opportunité qu'un inconvénient. J'ai envie de dire contrainte réglementaire, Voilà. mais qui s'avère être une opportunité dans le monde dans lequel on vit. Je pense que de toute façon, le digital, c'est le futur. Et il faut voir, c'est peut-être pas évident, mais il faut voir la plateforme Label comme une étiquette électronique, c'est-à-dire c'est l'étiquette, mais en version numérique. Donc, vous pouvez avoir tout type d'informations. Bien sûr, le concept étant de partir des infos nutritionnelles, de la liste des ingrédients, toutes les autres mentions obligatoires forcément pour le vin, ainsi que toute la partie avertissement sanitaire, toute la partie relative au développement durable ou toute autre forme de logo pictogramme. Donc, c'est un full service qui permet de numériser, si je peux me permettre, l'étiquette et de
le traduire via un QR code avec, bien sûr, en indiquant au consommateur qu'il y a une information derrière le QR code. Il ne suffit pas d'avoir le QR code. Il faut que le consommateur soit conscient qu'il y ait de l'information derrière. Et lorsque je dis de l'information, c'est de l'expertise vérifiée et pas, comme je disais précédemment, il faut qu'on fasse... Donc c'est une grande opportunité, donc contrainte réglementaire, mais finalement une opportunité, mais aussi une grande responsabilité, puisqu'on doit être tous responsables de ce que sera l'étiquette électronique dans le futur, de façon à ce que cette solution soit pérennisée et non pour qu'on revienne en arrière parce que trop d'étiquettes électroniques trop imaginatives ou farfelues ou ne correspondant pas du tout à la réglementation. Du coup, il y a un réel risque de revenir en arrière si on ne respecte pas la réglementation et si on ne suit pas les consignes de la Commission européenne à la lettre. Donc, imagination, c'est très bien, mais pas trop. Mais c'est ce que disait son oncle à Peter Parker, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, n'est-ce pas? Je voulais juste rajouter, par rapport à ce qui a été dit, en fait, il faut dédramatiser surtout cette réglementation. L'intégration d'un QR code, donc en respectant absolument la réglementation, c'est-à-dire l'information qui sera obligatoire à donner aux consommateurs, qui apparaît chez nous dans notre plateforme NutriLabel comme un pop-up, qu'on peut ensuite fermer pour accéder à d'autres informations. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que vous travaillez avec vos imprimeurs actuels, les fabricants d'étiquettes qui vous fournissent actuellement, et cette intégration de code, elle se fait tout naturellement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas complexifier en fait cette problématique-là. Philippe vous montrait un exemple là, de sa plateforme, mais il faut savoir que toutes les plateformes qui sont présentes autour de cette table ronde offrent la même simplicité. C'est aussi simple que cliquer sur votre smartphone pour avoir un certain nombre d'informations. Ça, c'est vraiment important. Donc, mais en revanche, il faut se mettre en ordre de marche parce que c'est le 8 décembre, c'est déjà demain. Oui. Vous l'avez ressenti que les gens se mettaient en ordre de marche, vous, commercialement, les contacts Vas-y, Adrien, par exemple. C'est une question pour tout le monde. Bon, c'est vrai que ça fait déjà 4-5 ans que je les embête à peu près toutes les semaines avec ces histoires de données nutritionnelles, de transparence consommateur et de nécessité de faire évoluer la filière. Et j'ai toujours été beaucoup critiqué. Enfin, en tout cas, il y a une filière, il y a une filière qui a toujours été un peu contre et qui n'a pas voulu cette évolution. Et je dois dire qu'encore aujourd'hui, même sur le salon, même encore la semaine dernière, c'est le cas. J'ai souvent affaire à des acteurs qui encore n'ont pas tellement envie de communiquer sur des calories, sur des ingrédients, sur des additifs. Donc la date du 8 décembre se rapproche. Je ne sais pas si elle va être couperet, évidemment, mais en tout cas... aujourd'hui, le paradigme change parce qu'on est dans une démarche qui se veut réglementaire et il vaut mieux qu'on l'aborde en effet tous ensemble et qu'on saisisse le souhait de l'Europe, le souhait du consommateur et les opportunités que ça représente aussi pour chacun de nous dans cette évolution, dans nos rapports aussi bien à la production que dans nos rapports avec le consommateur. Jérôme, peut-être Marina aussi, comment c'est perçu par les autres pays c'est peut-être intéressant de voir comment... Alors, ce qui est sûr, c'est que on a l'impression que le 8 décembre 2023, oui, voilà. c'est dans très très longtemps, mais en fait, on peut dire même pas demain, c'est hier en fait. Voilà. Donc, il faut vraiment être conscient que ça va arriver et beaucoup plus vite qu'on ne le pense, même si ça fait des années que cette discussion sur la liste des ingrédients et les informations nutritionnelles a lieu, mais disons officiellement depuis l'adoption de la réglementation et bientôt les règles spécifiques de simplification pour lesquelles nous travaillons toujours avec la Commission européenne.
Donc tout ça, ça sera finalisé. Mais il faut voir ça comme quelque chose qui va arriver très très vite et donc il faut anticiper. Et le planning être- après le 8 décembre, et être prêt. c'est quoi? Enfin, je suis pas conforme après le 8 décembre. Enfin, j'ai Bah, sanctions. si c'est pas conforme, les produits ne pourront pas être mis sur le marché. C'est pas plus compliqué. On a la demande également des pays en dehors de l'Europe. Ouais, Hein. On, oui. on sait que les États-Unis avancent également un petit peu sur le même ordre de marche. Et puis nous, on fournit aujourd'hui à peu près un millier, hein, un peu plus de 1000 exploitations Vini-Viti. Et on est, alors pas que dans la traça, hein, dans les concours médailles, dans la traçabilité ou même dans l'authentification, des grands châteaux comme des petits. Et ils viennent effectivement vers nous. C'est pour ça qu'au départ, on a développé cette plateforme. C'est pour nos propres clients, mais on voit bien que ça touche maintenant tout le monde. Oui, nous, on a, je dirais à peu près sur l'ensemble de nos clients, il y en a un peu plus de la moitié qui sont prêts, qui sont passés en mode opérationnel. En revanche, en termes de gestion des impressions, tout le monde attend que parce que sur les contre-étiquettes, on est obligé de mettre quand même les calories. Ouais. Et en fait, ça, une fois que autant sur le QR code, il y a plein d'informations qu'on pourra changer, mettre à jour, mais sur la contre-étiquette, il faut qu'il y ait l'indication des calories. Donc tout le monde est pendu en fait au dernier texte pour savoir est-ce que ces calories, vous avez peut-être l'information, est-ce que cette mesure des calories, ça va être accepté comme une valeur moyenne, comme c'est, je crois, le cas pour les autres produits dans l'agroalimentaire, ou est-ce que ça doit être la valeur exacte, genre les fraudes, quand elles ont l'étiquette, à la pipette, elles vérifient que ça va être ça. Donc dès que ça, c'est donné comme information, je pense que ça peut s'exécuter rapidement. Alors effectivement, alors que la déclaration nutritionnelle complète peut être indiquée de manière dématérialisée, la valeur énergétique doit être mentionnée sur l'étiquette physique. Ce que vous dites, donc c'est prévu par la réglementation, donc vous pouvez utiliser les valeurs moyennes ou vous pouvez calculer selon la formule bien précise la valeur énergétique de votre produit. Donc on peut mettre une valeur moyenne. C'est dans les textes Waouh, de base, tout super. à fait. C'est top. Mais oui, tout à fait. Je vois. Mais d'une manière ou d'une autre, la valeur énergétique doit être sur la bouteille. C'était un peu la condition sine qua non pour accepter la déclaration nutritionnelle complète de manière dématérialisée. Bon, bah, tout le monde peut y aller alors là. Merci. Je pense qu'on va prendre quelques questions. Est-ce que vous voulez ajouter des choses qu'on n'aurait pas couvert là, mais je pense qu'il y a pas mal de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être, Bluen, juste Oui. le texte, on l'attend. Hein. Marina, on en parlait tout à Oui. l'heure. Fin du printemps, début du printemps, c'est ça? Alors, le projet, donc on parle bien des règles spécifiques de simplification. Hein. Donc, le projet a été soumis à la consultation qui doit durer jusqu'au 23 février. Et ensuite, il y aura le processus d'adoption par les co-législateurs, Parlement et Conseil. En parallèle, il y aura une notification à l'Organisation mondiale du commerce comme potentiellement susceptible de créer des barrières tarifaires. Donc tout ceci, je dirais, devrait prendre encore quelques temps. On n'est plus très loin. Donc printemps, fin printemps, milieu printemps, publication de l'acte au journal officiel. Enfin, adoption de l'acte et publication au journal officiel. Avant l'été. Merci pour votre présentation. Deux questions. Qu'est-ce que ça veut dire exactement valeur moyenne? Parce que moi, je ne suis pas encore adepte. Donc, c'est la valeur moyenne par type de produit, c'est-à-dire pour un vin rouge, par exemple? Adrien, c'est pour toi. La valeur moyenne, oui, c'est en effet, c'est ça. C'est considérer que pour un vin rouge, les calories moyennes, c'est 85 calories pour 100 millilitres et ça correspond à 387 calories joule. Donc c'est une valeur moyenne par typologie de produit. À la différence pour approfondir la réponse à la question, la valeur qui va être calculée, donc vous envoyez votre bouteille de vin à un labo qui va vous faire le calcul, qui en général c'est une formule assez, enfin pas complexe, mais où on prend le degré d'alcool, sucre résiduel, et après c'est par les différents composants du produit que ça arrive à une édition. Donc soit on a un calcul très précis, mesuré, type labo d'analyse, ou on a cette valeur moyenne. Donc en gros, degré d'alcool, sucre résiduel,
C'est tableau à 2 entrées et ça nous donne une approximation. C'est pas une approximation, mais c'est un... Et est-ce que la valeur moyenne est représentative est véritablement représentative? Est-ce qu'un vin californien, italien, français va avoir une valeur moyenne approchante ou pas du tout L'origine du produit n'y est pour rien du tout dans un calcul calorique. Il y a 2 variables qui sont l'alcool et le sucre. Et quelle que soit l'origine du produit, c'est ces 2 variables qui vont constituer l'apport calorique. C'est très simple, vous trouverez les équations, c'est des équations qui sont proposées et pour le calcul calorique. Et que ce soit l'Italie ou l'origine du produit n'a rien à voir avec le calcul calorique moyen. Et si vous allez sur le site info-calories.fr, vous verrez justement, vous prenez genre vin blanc et ça vous donnera la valeur moyenne. Oui, carrément. Et j'ai une deuxième question, parce qu'on parle de réglementation et d'évolution. J'ai vu que l'Irlande proposait en fait de durcir sa réglementation sur la prévention type tabac, des méfaits de l'alcool, que ce soit au premier gramme ou en abusant. Donc, quelle est la position actuelle de l'ensemble des pays de l'Union européenne ou de la Commission sur ce type d'étiquetage et de prévention? Parce qu'aujourd'hui, on est assez loin du tabac, mais est-ce qu'on a des chances de s'en rapprocher? Je ne l'espère pas. Alors effectivement, l'Irlande a notifié à l'OMC son projet. De toute façon, nous, au niveau européen, on lutte pour forcément l'harmonisation au maximum et éviter toute atteinte à la libre circulation des marchandises. Donc le projet irlandais pose beaucoup de soucis et nous travaillons de façon à trouver une solution et pour éviter tout développement national contraire à la réglementation de base. Donc c'est un sujet très sensible actuellement, mais on veut surtout éviter que l'alcool soit considéré comme le tabac, même si comment dire, il y a tout un courant dogmatique, je dirais, qui tend à ce que l'alcool soit considéré comme le tabac, mais nous, en tant que filière, on fait tout pour éviter ça, justement. Oui, bonjour. Merci beaucoup en tout cas pour cette table ronde, Arthur de l'agence Sowen. Moi, j'aurais des questions concernant plutôt la taille et la couleur du QR code. Est-ce que ça va être fixé au niveau européen ou est-ce que ça sera l'appréciation du cahier des charges des différentes ODG, INAO simplement. Est-ce que c'est déjà fixé aussi? Alors, donc la Commission européenne, une fois que l'acte est adopté, l'acte sur les règles spécifiques est adopté, les États membres ont demandé à la Commission de compléter, je dirais, la partie réglementaire par ce qu'ils appellent les guidelines. Donc, questions-réponses, je dirais, pour clarifier les dispositions, préciser. Donc, ce type de question pourra aisément faire partie du travail de la Commission dans le cadre de ce question-réponse. Juste une petite remarque par rapport à ça. Taille mini 0,9 enfin 0,9 cm et il faut quand même que le QR code soit lisible, évidemment. Donc vous avez une vraie problématique en tant qu'agence de bien travailler ce qu'on appelle le rendering, la qualité d'impression et le fond sur lequel vous allez imprimer. Si votre code est illisible, vous êtes hors jeu, quelle que soit la taille du code. Bonjour, je travaille dans des grands crus bordelais. Donc ma question sera probablement répondue aussi dans le cadre des questions et réponses qui viendront plus tard. Mais nous avons la particularité d'avoir des vins qui se gardent très longtemps et qui sont déjà partout sur le marché dans le monde. Et également des vins qui restent un peu en propriété, qui sont revendus au fil de l'eau. Deux questions donc. Est-ce que les vins sur le marché sont exempts de tout réétiquetage? Et deuxièmement, si ceux qui sortent du château font l'objet d'un étiquetage en règle, on risque d'avoir donc le même millésime, le même vin avec deux habillages différents. Est-ce que cela pose problème ou est-ce que cela a été considéré? Alors, la réglementation prévoit que
ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à partir du 8 décembre 2023. Nous, comme j'avais précisé précédemment, nous essayons de clarifier avec la Commission européenne les modalités d'application de ces règles, sachant que actuellement, les produits qui sont exemptés sont ceux qui sont produits et étiquetés avant 8 décembre 2023. Nous essayons d'exempter tous les vins produits avant le 8 décembre 2023, justement par rapport à la problématique des vins qui sont en garde, si je peux me permettre, et pour lesquels il n'y a pas ces éléments. Donc, c'est un des axes de travail sur lequel nous discutons étroitement avec la Commission européenne. Normalement, je ne vais pas... ça devrait bien se passer, en tout cas, je l'espère. Nous faisons tout pour. Bonjour, je suis Loane, je travaille donc, chez YouLabel. J'en avais pas prévu de venir, mais du coup, voilà, je suis ravie de voir nos différentes cette discussion. Je voulais juste voir par rapport à Marina, ce que vous disiez par rapport aux différents e-labels qui vont être créés au niveau de l'Union européenne. Quel est le risque de prolifération des e-labels qui ne répondent pas aux exigences de la réglementation, aux exigences de la réglementation? Je ne sais pas si j'ai tout bien entendu, mais en tout cas, si vous voulez être sûr que ça corresponde aux exigences de la réglementation, utilisez la plateforme YouLabel. Oui, j'y suis en fait. Oui, c'est vrai. Donc, mais ça correspond. De toute façon, il n'y a pas la plateforme, elle ne fait pas que créer. Donc, on a plein de partenaires et de différents acteurs sur le marché. Et du coup, comment s'assurer qu'effectivement tous ces acteurs puissent répondre à ces exigences et être sûr que... Alors, comment s'assurer? Normalement, ils sont censés... à partir du moment où il y a un développement d'autres plateformes, c'est censé correspondre à la réglementation de toute façon. Donc, en matière, il ne faut pas que ça soit quelque chose de complètement farfelu ou trop imaginatif. Il faut que ça rentre à tout point dans le cadre réglementaire tel qu'il est actuellement posé ou tel qu'il sera complété bientôt. Donc, le risque justement de voir des plateformes développées sans cette contrainte réglementaire est que, comme je disais précédemment, la Commission européenne ou les États membres considèrent que le digital ne correspond pas à ce qu'ils souhaitent et que l'information au consommateur n'est pas claire, précise et correcte. Et du coup, on revienne à exclusivement l'étiquetage physique tel quel. Donc c'est pour ça que cette contrainte réglementaire, c'est une opportunité, mais c'est aussi une grande responsabilité. Donc. Il y a une loi très importante en Europe, c'est la loi antitrust, la libre concurrence. C'est ça qui est fondamental. Tout à fait. Je suis d'accord. Moi, j'ai une question pour vous par rapport à la mise en application. Donc, effectivement, toutes les informations qu'il faudra qu'on mette sur la contre-étiquette. Moi, je travaille dans le Champagne. Donc, on parle du 8 décembre. Est-ce que tous les vins qui seront commercialisés à partir du 8 décembre devront être étiquetés de cette manière? Est-ce qu'il y a une dérogation par rapport à des contre-étiquettes qu'on aurait pu faire imprimer avant? Parce que voilà, on fait en général des marchés d'étiquettes et de contre-étiquettes. Donc voilà, je vous pose cette question parce que... Alors, la réglementation précise que ces dispositions, donc la liste d'ingrédients et les informations nutritionnelles, entrent en application à partir du 8 décembre 2023. Donc vos produits devront être étiquetés conformément à la réglementation à partir du 8 décembre 2023. Si je les ai habillés avant, il faut que je puisse prouver que je les ai habillés avant. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Okay. Donc les produits produits et étiquetés avant sont exemptés. D'accord. Je peux?
Oui, j'ai une question concernant la déclaration des ingrédients. Si par exemple un produit a de différents types de levures, quel est le niveau de détail qu'on doit écrire sur la déclaration? Est-ce qu'on doit lister chaque ingrédient ou est-ce qu'il y a une simplification de catégories d'ingrédients pour ça? Alors, pour l'exemple que vous venez de donner, par exemple, les levures, ce n'est pas un ingrédient dans le vin, c'est un auxiliaire œnologique. Et donc, en aucun cas, ce ne sera l'objet d'une mention obligatoire, puisque ce n'est pas un additif, mais un auxiliaire œnologique. La définition entre additif et auxiliaire œnologique, grosso modo, c'est que additif, Je veux ça juste reste remercier dans la Marina bouteille. qui doit nous quitter, parce qu'à la base, elle venait venir pour 15 minutes. J'avais une question pour... Merci. C'est trop- Je vais afficher votre téléphone et votre email. Allez-y. Pardon. Donc la différence entre auxiliaire et additif, c'est que l'auxiliaire disparaît. La levure, par exemple, n'est plus dans la bouteille une fois la fermentation passée et il ne sera pas obligé de mentionner levure. Voilà. C'est vraiment une liste d'additifs qu'on attend encore, hein, qui doit être confirmée, mais qu'on peut facilement imaginer avec ce qui existe déjà. Merci. 2 questions, monsieur. Non, j'avais une question pour Marina, mais elle est partie. Peut-être que vous pouvez la poser. Non, je voulais lui demander pourquoi la date du 8 décembre. Ça me paraît... Vous connaissez la raison de... Oui, c'est la fête des Lumières à Lyon. Oui. Non, mais je me demandais si c'était l'anniversaire d'Ursula, mais... Non, je crois pas. non, Ouais, non. ouais. L'anniversaire de la création de U-Label, je pense. Non, mais je pourrais prendre vos coordonnées. Je pourrais lui poser la question. C'est une date qui est un petit peu bizarre. Ouais, ça ouais. pourrait être le 1er janvier. Oui, c'est ou, vrai. le 31 décembre, mais... Tu sais, toi, Pour être sur ce sujet depuis quand même pas mal de temps, je dois dire que j'ai vu les premiers textes apparaître en 2018. Voilà, des questions posées par la Commission européenne aux représentants de filières comme Marina. Et donc je dois dire que depuis 2018, il y a des échanges, on en parle. Et c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, il faut que ça bascule, il faut que ça y aille. Et pourquoi le 8 ? Je pense qu'il y a des considérations aussi par rapport à la mise en place des nouveaux millésimes. C'est après les vendanges. Hein. On ne va pas mettre une réglementation en place au mois de septembre. Et par rapport aussi au processus que je reconnais un peu pour chaque typologie de vin, généralement ça commence à être la date où on commence à parler de mise en bouteille. Avant, c'est assez rare, peut-être que le Beaujolais nouveau est mis en bouteille un peu avant, et encore c'est pas sûr. Mais voilà, je pense que c'est quand même une date qui n'est pas non plus complètement illogique. Et alors pourquoi 2023 ? Eh ben parce que ça fait déjà plus de 20 ans qu'on en parle, donc à un moment, il faut mettre une date, et 2023, c'est celle qui tombe. Et de ce qu'on a compris des différentes questions qui ont été posées, c'est une date, mais si ce n'est pas bien fait, et si ça montre des travers, on reviendra en arrière, et on affichera les ingrédients et les additifs sur les étiquettes directement, comme un paquet de Smacks, voire plus, comme l'Irlande le propose. Merci. Il y a 2 questions encore, madame et madame. J'avais une question pour vous, mais plutôt sur la partie recyclage et information sur le recyclage des différents composants de la bouteille. En fait, on a une signalétique et des recommandations qui sont vraiment différentes d'un pays à l'autre, même au sein de l'UE. Est-ce que vous avez vent d'une harmonisation de ces informations ? Oui, alors je vous encourage à regarder la plateforme qui a été montée par une société italienne qui s'appelle Giunco, Giunko, qui est une boîte qui a créé une application qui s'appelle Junker sur l'Italie et qui a fait ce travail il y a un organisme qui s'appelle CONEI, je pourrais vous envoyer les informations si vous voulez, ou en passant sur le stand, vous pourrez nous les demander. Qui donne toutes ces informations. Et eux ont déjà sur l'Italie, donc à partir du 1er décembre, si vous vendez vos vins en Italie, j'en profite pour le signaler à ceux qui ne le sauraient pas, c'est 40 000 € d'amende si vous n'avez pas dématérialisé sur votre contre-étiquette les données de consigne de tri. Okay. Donc si vous vendez des vins en Italie, passez sur le stand Vinco, on vous donnera la solution. Mais le problème, c'est que en Italie, c'est déjà super bien harmonisé, c'est-à-dire qu'il y a des codes couleurs, il y a tout un cahier des charges qui a déjà été donné. Pour les autres pays, non.
En France, on a Citeo qui a donné quelques guidelines avec des icônes, mais on n'a pas l'obligation et la possibilité de dématérialiser cette information, comme c'est le cas en Italie. Et les autres pays, a priori, il n'y a pas encore de choses qui sont sorties. On pourrait s'attendre quand même à ce que la Suède, la Norvège, ces pays-là, assez rapidement arrivent sur une logique de normalisation. Et pourtant, là, c'est un peu comme sur le vin. Il y a des textes qui sont en discussion depuis X temps quand même. Mais donc le premier qui a bien appliqué, vraiment le bon élève de l'Europe là-dessus sur les consignes de tri, c'est l'Italie. Et je pense que les autres vont suivre. Après, est-ce qu'il y aura une uniformisation ? Vu d'ici, ça paraît pas évident, parce que déjà en Italie, il y a certains codes couleurs avec une certaine iconographie, et en France, avec Citeo, on en a une autre. Donc là, le digital, ça va quand même bien servir, parce que si on se met à faire une étiquette pour l'Italie, une étiquette pour la France, le machin, etc., ça va, enfin, voilà, ça va faire le beurre aussi du papier, mais c'est pas très bon pour la planète non plus, quoi. Merci. Bonjour. Ça répondait à votre question. J'avais un peu la même question et aussi vous avez parlé tout à l'heure de d'autres pays qui sont intéressés à adhérer à cette nouvelle réglementation. Je me posais la question par rapport à la Suisse. Est-ce qu'ils vont adhérer aussi suite à l'adhésion de l'Europe ou pas du tout? Ah, ça, c'est une super bonne question. Le truc, c'est qu'a priori, pareil, la Suisse et l'Angleterre sont plus en Europe. Donc, a priori, enfin, logiquement, il faudrait demander à... Ils sont Je vais souverains, en prendre fait. Ils sont Ouais. souverains. Je vais prendre vos coordonnées, on posera pour quand les- même la question. Logiquement, pour les bouteilles vendues en Suisse, Mais oui. vous n'avez pas cette obligation. Et par contre, les vins suisses, s'ils vendent en Europe, Oui. eux, ils sont soumis à cette obligation. C'est-à-dire que même si, par exemple, vous êtes un négociant et que vous importez des vins des États-Unis ou d'Australie et que vous les vendez en Europe, vous devez vous occuper de cette réglementation et faire l'étiquetage. Ouais, carrément. Merci. Merci. Une dernière question, mais sinon on clôture, c'est très bien aussi. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Marina. Blouen. Merci à vous. Merci, animatrice. Merci à tous. Merci Blouen, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonnes dernières heures de salon.